Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous tenir compagnie dans Le Monde aujourd'hui. À la une ce soir, un accord qui n'aura duré que moins de 24 heures. Finalement, pas de candidat unique de l'opposition pour la présidentielle en RD Congo. Les réactions continuent. Et on ne peut pas avoir des dirigeants qui ne sont pas crédibles à la tête de l'État. Au moins 3 Maliens tués, 4 étrangers blessés dans un attentat à Gao, dont des démineurs. En Gambie, des convertis au christianisme se disent persécutés après avoir été rejetés par leur famille et chassés de chez eux. Nous vous l'annoncions hier, 2 dirigeants de l'opposition congolaise se sont retirés de l'accord conclu avant-hier visant à soutenir un candidat commun, l'homme d'affaires et député Martin Fayulu, à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo. Cette décision de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe a été annoncée après que de nombreux partisans de l'opposition ont défilé hier dans les rues de Kinshasa pour protester contre le choix de Fayulu. Il s'agit d'un dur coup pour l'opposition qui voulait présenter un front commun face au candidat adoubé par le président sortant Joseph Kabila, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Ce retournement de situation est diversement commenté en RDC, comme nous allons l'entendre dans ce micro-trottoir recueilli par notre correspondant à Kinshasa. Ils donnent un mauvais exemple à la jeunesse que nous sommes. Et ils ne peuvent pas représenter un État parce qu'ils ne sont pas crédibles. Et on ne peut pas avoir des dirigeants qui ne sont pas crédibles à la tête de l'État d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. C'est leur opinion, hein? Nous sommes à la démocratie, chacun peut. Mais ce qui m'étonne, ils ont signé. Pourquoi maintenant de retirer? Ah mais là, donc je regrette à mon frère. Hein? Ils prouvent bien qu'il y a une influence ou des gens secrets qui sont en train de les motiver d'une part à faire déséquilibrer la personne qu'ils ont fait sortir comme leur candidat indiqué à la personne du monsieur Martin Fayulu. Souvent nous disons un homme sage s'engage en connaissance des causes. Et déjà, comment vous pouvez vous mettre ensemble, faire sortir une personne et puis un jour, 24 heures après, même pas un long moment, et puis vous retirez votre signature. Ce n'est pas vraiment des leaders. Ils ne sont pas des leaders. Vraiment un leader, c'est ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est ce qui reste. C'est ça au moins pour moi. Pas de vrai leader pour d'autres réactions. Nous accueillons sur ce plateau Gilbert Mundela, conseiller de l'opposant Félix Tshisekedi, président du parti UDPS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous venez de l'entendre, regret, déception, traîtrise et désespoir. Voilà comment les Congolais réagissent à ce retrait d'Etienne Tshisekedi. Que répondez-vous à ces gens? Je crois que c'est l'émotion qui a fait qu'ils puissent réagir de cette manière-là. M. Tshisekedi et M. Kamerhe ont pris des décisions d'hommes d'État. Lorsqu'on est redevable à un électorat auquel on doit répondre des décisions, on l'écoute. M. Tshisekedi a posé sa signature. En même temps, c'est très commode. Attendez, il fallait consulter le parti. On savait qu'on allait choisir un candidat commun à Genève. Est-ce qu'il était aussi confiant? Est-ce qu'il croyait que c'était lui qui allait être choisi? Les modalités ont été changées. Ah bon, comment? À partir de Johannesburg, il y avait un document qui stipulait qu'il y aurait un consensus. Et lorsqu'il se retrouve à Genève, ce n'est plus le consensus, c'est un modèle de vote. Mais il a apposé sa signature. Je veux bien qu'il ait Alors... apposé sa signature. C'est un homme d'État qui l'a fait. Mais lorsqu'il constate que son électorat n'est pas satisfait de cette décision, parce que M. Tshisekedi ne s'est pas autoproclamé président de l'UDPS, c'est un congrès qui l'a proclamé président et candidat. Il est redevable à cette base qu'il a proposée. Il devait savoir ce que ses partisans, ses militants voulaient de lui. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut dire que cet accord
est enterré, est bel et bien mort. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous entrez dans un mariage, vous le faites devant le public et vous le faites devant Dieu. Mais il arrive qu'à un moment donné, ce mariage, il y a quelqu'un qui commet l'infidèle. L'acte d'infidélité, d'adultère, par exemple, conduit à un divorce. Oui, alors, rapidement, il y a tellement de questions à vous poser. Nous avons quitté... Mais dites-moi, quelles vont être les séquelles de ce retrait de votre patron et celui de Vital Kamerhe? Ah, il y a des séquelles. Bon, je pense que le parti tient bon, et M. Tshisekedi, étant que M. Vital tienne. Si nous nous mettons à deux, nous avons le 50% de l'électorat congolais. Cela veut dire qu'il sera candidat le 23 décembre. Il sera candidat. Le parti ne l'a pas démis de cette position. Donc ça, c'est sûr. Donc il sera candidat. Vous le confirmez? Je le confirme. Et même la loi électorale ne change pas pour autant parce qu'il y a eu cet accord à Genève. Pour le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, c'est du pain béni pour le candidat Shadari. Partagez-vous cet avis? M. Mende doit regarder seulement le bilan qu'ils ont, lui et M. Shadari et toute l'équipe de M. Kabila. C'est ce bilan-là que le peuple congolais va prendre en charge pour dire qui va être son représentant, qui va être son élu. Le bilan de M. Shadari est sombre, autant que celui de M. Kabila. Alors que M. Mende a ses prérogatives, il a sa façon de voir les choses. Et on va toujours entendre parler de la polémique machine à voter que vous qualifiez de machine à voler. Et même, en fait, pour revenir sur la déclaration de Lambert Mende, il a fait comme une petite boutade pour dire que voilà, ces gens étaient réunis, ces opposants étaient réunis à Genève, il n'y avait même pas de machine à voter. Et ils n'ont pas pu vraiment trouver un accord. Ils sont en train de tout opposer. Alors comment comptez-vous vraiment avoir la confiance du public congolais? Le public congolais est mûr et il a compris le piège qui est tendu par ce qui se passe avec la machine à voter. Mais vous n'avez pas entendu... J'ai entendu c'est l'émotion que les gens ont eue de prime abord. Mais M. Mende sait très bien que... Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce retrait des deux dirigeants de la RDC. Nouvel attentat, suicide au Mali. Il a été perpétré hier soir dans la ville de Gao, dans le nord du pays, et a fait 3 morts. Il s'agit de 3 civils maliens. Il a également fait des blessés, dont au moins 4 étrangers employés d'une société sous-traitante du service de déminage de l'ONU. L'attaque aux véhicules piégés a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. En visite ce mardi auprès des troupes allemandes et françaises à Gao, la ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, ont qualifié l'attentat d'odieux. Kidal est une autre région agitée dans le nord du Mali, là où des casques bleus guinéens effectuent des opérations de déminage. Dans cette ville, les engins explosifs constituent encore une menace pour la population, comme nous le relate John Linden. Base militaire de la MINUSCA à Kidal, dans le nord du Mali. Tous les matins à l'aube, ces éléments de la troupe guinéenne montent dans des véhicules blindés avec des équipements spéciaux. Ils se dirigent vers plusieurs artères de la ville pour accomplir une mission dangereuse mais cruciale. Elle est trop sableuse. C'est facile qu'un insurgé met quelque chose là-bas sans qu'on se rende compte. Donc pour ne pas prendre le risque, c'est la raison pour laquelle on check la route pour se rendre compte réellement qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché là-bas pour qu'on puisse passer. Le manque d'infrastructures dans cette région sablonneuse du Mali offre l'opportunité aux combattants islamistes et aux rebelles touaregs qui ont pris le contrôle du nord du pays d'enfouir des mines dans le sol. Le sergent Keïta et son équipe ont alors la lourde tâche de scruter minutieusement tous les endroits susceptibles d'être minés afin de désamorcer ces explosifs. Ils sont équipés d'engins spécialisés leur permettant d'identifier au millimètre près tout ce qui peut exploser. Tant que nous ne sortons pas pour assainir et pour nettoyer la route, pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'engin explosif improvisé sur les actes, aucun véhicule des Nations Unies et aucun véhicule des contingents de Kidal ici ne sort. Depuis 2013, plus de 1500 personnes ont été victimes d'environ 600 engins explosifs dans le nord du Mali. 850 casques bleus guinéens de la MINUSCA ont été formés à utiliser l'équipement spécialisé
pour la détection des mines antipersonnelles et dégager les routes pour le mouvement des forces de sécurité et des agences humanitaires. Au Gabon, la santé du chef de l'État, Ali Bongo, fait toujours polémique. Le parti d'opposition Union nationale dénonce ce mardi ce qu'il appelle un mensonge d'État après une déclaration de Libreville sur l'état du président, hospitalisé depuis près de 3 semaines à Riyad. Un porte-parole a implicitement reconnu la gravité de sa maladie sans en préciser la nature, ce qui ne rassure pas des Gabonais interrogés à Libreville. Je reste sceptique, mais confiant parce que je ne suis pas pour la mort du président de la République. Je suis bien pour qu'effectivement, il puisse se rétablir, puisqu'on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais en tant que Gabonais, en tant que leader d'opinion, j'ai des interrogations. Maintenant, en Gabonais, nous voulons savoir, c'est une personne comme nous. On n'a pas dit que c'est un robot ou une super homme. Mais on doit quand même savoir l'état de santé, parce que nous sommes dans l'hypothèse. On nous dit, mais nous n'avons pas de preuves. Qu'est-ce qui se passe dans ce verrouillage? Qu'est-ce qu'on craint? Mon point de vue, c'est des spéculations qu'on nous donne. Donc ces spéculations, je ne me fie pas à ça. Je veux me fier au jour où on me dit, bon voilà, il y a un porte-parole qui est arrivé. La première fois il est arrivé, il nous a dit, voilà, ça va. Et après, on a vu un peu la santé de feu Omar Bongo Ondimba. C'était une truc où on nous a caché. Après, on a découvert qu'il était mort. Donc pourquoi on nous le cache? Qu'on nous dise exactement que la santé s'est améliorée ou ça ne s'est pas amélioré. Il y a un gouvernement et il y a la communication qu'on communique. Le pape François se rendra au Maroc les 30 et 31 mars de l'année prochaine, près de 34 ans après le voyage de Jean-Paul II dans ce royaume. À l'invitation du roi Mohamed VI et des évêques, le pape visitera les villes de Rabat et de Casablanca. Au Maroc, où l'islam est la religion d'État, les chrétiens étrangers jouissent d'une totale liberté et sont protégés par les autorités. Mais les Marocains de confession chrétienne, dont le nombre est évalué à quelques milliers, doivent souvent vivre leur foi discrètement. Se soupçonner de chercher à convertir un musulman risque jusqu'à 3 ans de prison. Une situation pratiquement identique en Gambie, où des musulmans convertis au christianisme se disent persécutés. Une fondation chrétienne a décidé de leur venir en aide, comme nous allons le voir dans ce reportage d'Irénée Herman Umbo. Mariama Diobarté, musulmane convertie au christianisme, a été contrainte de quitter sa maison. Sa famille l'a rejetée parce qu'elle a décidé de quitter la religion musulmane. Dans la capitale gambienne Banjul, Mariama passe de refuge en refuge, fuyant les persécutions de ses détracteurs. Je ne vais plus jamais à la mosquée, ils se fâchent contre ça. Ils se moquent de moi et veulent même m'éliminer. Parce que parfois, ils envoient des jeunes gens me harceler en chemin, me battre, donc je ne peux même pas avoir un endroit où dormir. Environ 90% de la population gambienne est musulmane. La minorité chrétienne du pays est estimée entre 5 et 9%. Pendant que les amitiés et les mariages entre chrétiens et musulmans ne sont pas rares, la conversion de l'islam au christianisme suscite encore une certaine hostilité. Nos parents, nos mères, tous nous ont rejetés. Ils nous ont dit de considérer que nous n'avons plus de père ni de parents. La Fondation CARE, une institution chrétienne, prévoit la construction d'un centre d'accueil pour anciens musulmans convertis au christianisme et faisant face à des persécutions. Au total, 40 cas ont été déjà enregistrés par cet évangéliste. Cet endroit sera leur résidence permanente où ils seront établis, un peu comme être dans une famille. L'objectif est de pouvoir accueillir au moins 100 convertis qui pourront sur place se former à la profession de menuisier. Les travaux de la construction du centre devraient commencer début 2019. Le bilan des incendies en Californie s'est alourdi à au moins 42 morts. Les équipes de secours sont à la recherche de plus de 200 personnes portées disparues dans le nord de cet État américain, alors que des vents secs et violents continuent d'attiser les flammes. L'un des incendies, baptisé Camp Fire, est désormais le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique au sommaire de cette seconde partie. À Ouagadougou, de jeunes volontaires veulent réguler la circulation devenue une vraie jungle. Leur objectif, contribuer à réduire les accidents de la route dans la capitale burkinabé. Miracle économique en Angola, Luanda réalise le plus important investissement de 16 milliards de dollars. Davantage dans la page économie. Hommage au père des super-héros, Stan Lee, le scénariste américain, est mort lundi. Eh bien oui, il est l'heure maintenant de passer à notre rubrique économique comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza qui fait son retour, son comeback. Bonsoir Eric. Bonsoir Jacques. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Alors Luanda qui envisage un miracle économique en misant sur l'un des plus grands projets pétroliers en mer. Le coût du projet s'élève à 16 milliards de dollars. Le projet Kaombo Norte est situé à quelques 260 km au large de Luanda. Il s'étend sur 800 km², la même superficie que Paris. Les réserves en présence sont estimées à 660 millions de barils. La phase d'exploitation a déjà commencé et permettra d'extraire environ 115 000 barils par jour. Mi-2019, le deuxième navire Kaombo Sul viendra en renfort pour doubler la production quotidienne, soit 15% du niveau de production actuel de l'Angola. Le gaz associé sera acheminé à terre vers les installations de transformation en gaz naturel liquéfié d'Angola. L'opérateur Total parle d'une dynamique positive. Suivez. Certes, l'Angola est très important pour Total. Le pays représente près de 10% de nos productions mondiales. C'est un pays très important. Nous avons une longue histoire d'activité dans ce pays car nous avons commencé il y a 65 ans. C'était en 1953. Nous sommes également un acteur économique très important dans le pays. Nous exploitons 40% de la production, ce qui représente près de 15% du PIB, ce qui est énorme pour une seule entreprise. Nous générons près de 30% des revenus de l'État et nous fournissons également près de 40% des exportations du pays. Nous contribuons donc beaucoup aux rentrées des dollars dans le pays. Voilà Jacques, l'Angola est le deuxième plus grand producteur de pétrole de l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement espère que ce projet marquera un retour à la viabilité du secteur qui a généré la fortune de l'Angola au cours de la dernière décennie. Autre nouvelle, Eric, le président tanzanien John Magufuli qui vole au secours des agriculteurs locaux de noix de cajou. Un fait inédit, l'homme fort de Dar es Salaam a lui-même pris les choses en main. M. Magufuli a fixé le prix de 3300 shillings tanzaniens le kilo. Il a par la suite instruit la Banque tanzanienne de développement de l'agriculture de débloquer les fonds nécessaires pour l'achat de ces noix de cajou. Enfin, M. Magufuli a ordonné à l'armée de déployer ces éléments pour acheter toute la production nationale. L'armée va également exploiter l'usine de transformation des noix de cajou, propriété du gouvernement. La noix de cajou est une des principales cultures d'exportation de la Tanzanie. Il a promis de trouver des acheteurs et de consommer localement les méventes, Jacques. Le président Magufuli a voulu mettre fin aux tergiversations des opérateurs privés qui offrent aux agriculteurs des prix très bas sans pouvoir même couvrir les frais de production. Imaginez-vous, l'opposition et les hommes d'affaires accusent de violer la politique de libéralisation du commerce. Et samedi, M. Magufuli a renvoyé le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce pour manquement à leurs obligations dans la gestion de cette filière. Inobadine Pajak. Ben oui, on voit bien. Eric Manirakiza, je vous remercie. Vous nous promettez, vous revenez la semaine prochaine. Absolument. Merci bien. Direction Burkina Faso, où une association de près d'une cinquantaine de jeunes s'est donnée pour objectif de réguler la circulation à Ouagadougou. Ces jeunes volontaires veulent contribuer à réduire les accidents dans la ville. De la capitale burkinabé, le reportage de Lamine Traoré. Carrefour du quartier Katria, l'un des 6 grands carrefours où est implantée l'association Faso One Village. Un regroupement de près d'une cinquantaine de jeunes, tous mobilisés pour réguler la circulation. Et c'est lui qui coordonne tout. L'idée est d'ailleurs partie de lui. Le feu est là, mais
ils continuent à brûler le feu. Ils continuent à ne pas respecter le code de la route. Et malgré avec les policiers, c'est pareil. Nous aussi, on a vu tout ça là et c'est la raison pour laquelle nous avons créé notre association. Ces jeunes se répartissent en groupes de 5 par carrefour. Mais ici, au grand carrefour de Katria, où le risque d'accident est élevé, ils sont 16. Leur travail est bien apprécié par les usagers de la route. J'ai l'habitude de passer par là et en tout cas on les voit, surtout quand il y a des délestages. On ne pouvait même pas passer par là, mais bon, avec leur travail, on rend grâce à Dieu. La police municipale, également engagée dans la régulation de la circulation routière, salue les efforts de l'association face au One Village. Depuis que M. Sawadro, avec son association à ce carrefour-là, nous avons constaté que le nombre des accidents à ce carrefour a drastiquement baissé. Selon la police municipale, plus de 6500 accidents de la circulation ont été enregistrés à Ouagadougou en 2017. Ces accidents ont impliqué plus de 7000 personnes et fait près de 100 morts. Le Burkina Faso, un pays qu'il connaît bien. Oui, il est là, Yacouba Ouedraogo, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous. Amis sportifs, Aubameyang manquera encore à l'appel. L'attaquant d'Arsenal sera une nouvelle fois absent avec le Gabon au moment d'affronter le Mali pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Initialement convoqué, le meilleur gagneur du mois d'octobre n'a pas encore rejoint Libreville et souffrirait d'un mal de dos. S'il a répondu favorablement à l'appel lors du premier match de Daniel Cousin contre le Soudan du Sud, dans la capitale gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang a refusé de prendre le vol pour le match retour à Djouba, invoquant un avion en mauvais état. C'est donc sans leur capitaine que les Panthères vont défier les Aigles pour tenter de faire un pas de plus vers le Cameroun. Et puis, au Maroc, le Wydad Casablanca a déjà limogé René Girard, nommé entraîneur du WAC. Le technicien français paie des débuts compliqués avec une élimination en demi-finale de la Coupe du Trône et en 8e de finale de la Coupe arabe des clubs. Avec seulement 3 points au classement, le WAC est la lanterne rouge de la première division marocaine. Athlétisme, Haïlé Gebrselassie a démissionné de son poste de président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, une décision prise en guise de sacrifice pour le sport local. D'après ses propres propos, faute de moyens financiers, le multiple médaillé du marathon ou encore du 10 000 mètres se dit incapable de répondre aux besoins des athlètes qui réclament de meilleures conditions d'entraînement. Haïlé se dit aussi victime de conspiration. C'est le moment de quitter mon poste pour quelqu'un qui peut faire mieux après avoir vécu toutes ces années, ces 2 années de conspiration, a écrit Gebrselassie dans un courrier. Élu en 2016, il sera remplacé par Derartou Toulou. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Je vous remercie, Yacouba Ouedraogo. À demain. Nous vous l'annoncions hier, Stan Lee, le créateur de Black Panther, de Spider-Man, d'Iron Man et de Hulk, et de nombreux autres héros de bande dessinée populaires, est décédé à l'âge de 95 ans. Sa vie, ses œuvres, son héritage avec Arzuma Compaoré. Si vous n'avez jamais entendu parler de Stan Lee, vous avez probablement entendu parler de Spider-Man ou d'un autre super-héros de la série de bande dessinée Marvel de Stan Lee. Beaucoup gardent d'ailleurs dans leur grenier des cartons remplis de ses œuvres. La première bande dessinée que j'ai achetée, c'était le numéro 243 de Vengeurs. Né à New York, Stan Lee, de son vrai nom Stanley Martin Lieber, a toujours été attiré par les livres et les films sur les héros. Après avoir trouvé un emploi chez un éditeur de bande dessinée, il commence rapidement à écrire des histoires sous le pseudonyme de Stan Lee. Il a un tel succès que la compagnie l'invite à former une équipe pour créer de nouveaux héros de bande dessinée. Le résultat, une série de bandes dessinées de Marvel avec des super-héros à renommée mondiale tels que Hulk, Spider-Man, Iron Man ou encore Daredevil, ainsi que des équipes telles que les X-Men, les 4 Fantastiques et les Vengeurs. Je voulais faire ce gars appelé Spider-Man. Un adolescent, il a 1 million de problèmes, tout va mal. Mon éditeur a dit, Stan, tu as perdu la tête. Tout d'abord, personne n'aime les araignées. Quelle idée d'appeler un héros Spider-Man. Ensuite, un adolescent ne peut pas être un héros. Il ne peut être qu'un acolyte. Et enfin, il a dit, tu dis qu'il a toutes sortes de problèmes. Ne comprends-tu pas, Stan? C'est un héros. Les héros n'ont pas de problème. C'est pourquoi ils sont des héros. Cela vous montre ce que je savais dans ma tête à l'époque.
C'est ce côté humain qui a rendu les personnages de Lee populaires dans le monde entier. Ils tombaient amoureux, se blessaient et se débattaient avec des problèmes financiers. Spider-Man et de nombreux autres héros créés par Lee ont fait la transition vers le grand écran, devenant ainsi des films à succès et générant environ 20 milliards de dollars de recettes mondiales au box-office. Et avant de refermer ce journal, sur une plage près de Valence, une expérience originale est en cours. Un drone spécialement conçu peut intervenir pour aider un nageur en difficulté en lui apportant une bouée. Outre la rapidité, l'engin volant sert de repère pour les sauveteurs et une caméra filme la personne en difficulté. Cela se passe au large de Porto de San Gutas en Espagne. Le drone peut larguer un gilet de sauvetage rangé à bord, un gilet qui se gonfle automatiquement dès qu'il touche l'eau. Ce drone a été mis à l'essai en août dernier. Les sauveteurs à bord d'un jet ski l'ont ensuite ramené à terre. La compagnie derrière ce drone veut étendre ses opérations à toutes les plages espagnoles l'année prochaine. Et mesdames, peut-être que cette nouvelle va vous intéresser. Alors, quand les chauffeurs de taxi se dénudent pour une bonne cause, eh bien, New York a de nouveau choisi cette année quelques-uns de ses meilleurs chauffeurs de taxi pour les mettre en scène. Dans le calendrier 2019, ils se sont donc prêtés au jeu et dévoilent leur intimité au profit d'une ONG à but non lucratif, la University Settlement, fondée il y a 130 ans pour aider les immigrants et les familles à faible revenu. Le calendrier coûte $14,99 et depuis son lancement, il y a quelques années, il a permis de réunir plus de $70 000 pour l'association. Ils en font un peu tous maintenant, hein, même les facteurs apparemment. Voilà, fin final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe qui l'a préparé et mise en onde. Et merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Très bonne soirée.